Et c'est Jean-Luc Manot qui est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ancien journaliste, vous avez travaillé entre autres pour l'Humanité, TF1 ou encore France 2, où vous avez été directeur de l'information. Vous êtes depuis spécialisé dans la communication politique et avez conseillé de nombreux élus. Vous analysez avec Adrien Hardy les différentes stratégies de communication des candidats et des partis politiques. Qu'est-ce qu'on fait concrètement quand on est conseiller en communication? En quoi ça consiste? Bon, ça consiste d'abord à essayer de comprendre quelles sont les attentes de la personne qu'on accompagne, quels sont ses objectifs. Il y a bien sûr les objectifs électoraux, mais d'essayer de comprendre comment à long terme il se positionne de sorte à pouvoir lui donner les conseils les plus adaptés. Après, la gamme est assez variée. C'est évidemment de travailler sur les options stratégiques, donc de challenger un certain nombre de ses positions. Deuxièmement, d'avoir un rôle d'alerte sur les questions émergentes, les questions politiques comme les questions sociétales, économiques ou sociales qui vont venir. Et puis, c'est également de le préparer dans le détail aux échéances. Alors, les échéances, elles peuvent être médiatiques quand ce sont des interventions, des missions ou des interventions publiques. Elles peuvent être électorales ou elles peuvent être des moments de carrefour de leur carrière politique et de moments où on peut les aider à avoir les éléments pour opérer les bifurcations, les modifications de parcours quand ils le souhaitent. La seule chose qui peut faire la différence entre les différents conseils, c'est de jamais oublier, en tout cas pour ma part, d'être juste un conseil, c'est-à-dire de ne jamais oublier que la décision appartient aux responsables politiques et que c'est lui qui, en toutes circonstances, en supporte les conséquences. Et comment on devient justement conseiller en communication? Bon, je pense qu'il n'y a pas de règle générale. Je peux vous dire comment moi je le suis devenu par une petite lassitude du journalisme politique, avec l'idée que j'avais fait assez vite le tour. J'avais commencé jeune, j'avais exercer des postes de responsabilité, chef du service politique, de la politique internationale, directeur de grands médias. Et donc, à un moment donné, l'idée, c'était d'éviter de devenir schizophrène, c'est-à-dire de se dire, il sait les questions que je vais lui poser, je sais les réponses qu'il va me faire, et de se dire à certains moments, je répondrai mieux que lui. Donc là, il y a une zone de danger qu'il faut éviter. Et donc, j'ai choisi d'être plutôt dans une logique d'accompagnement, avec cette idée que avoir des conseils en communication, ce n'est pas trahir pour la personnalité ses orientations, c'est au contraire de la rendre plus pertinente et de s'expliquer qu'on peut pas être dans un univers où on explique que les gens ne votent pas, que la parole politique c'est dévalué pour plein de raisons, et en même temps ne pas accepter l'idée qu'il y a des règles et qu'il y a des conseils qui peuvent être utiles, de la même façon qu'un responsable politique de haut niveau peut avoir un conseiller en matière internationale, en matière économique, en matière sociale, l'avoir en matière de communication dans le rapport à l'opinion, ça m'a semblé utile. On va maintenant s'attarder sur les différentes manières de communiquer, que ce soit des candidats lors de la présidentielle et des partis lors des élections législatives cette année. Concernant la communication d'Emmanuel Macron, comment vous avez trouvé sa stratégie de presque silence? Écoutez, il y a une communication, on va dire, assez inédite, c'est-à-dire une communication plutôt par le vide. Et c'est une communication qui, pour l'élection présidentielle, considère que il n'y a pas matière à aller challenger le projet ou aller challenger la personnalité puisqu'il a l'avantage. Bon, ça, c'est, entre nous soit dit, c'est assez commun. C'est-à-dire que celui qui est en tête, celui qui est favori, évite la confrontation, la limite au maximum. Mais je crois que là, ça a été poussé de manière très forte, sans doute excessive, que ça nuit au débat et que ça a, dans une certaine mesure, précarisé le président et le résultat qu'il a obtenu. Et pire encore, pour les législatives, où l'équipe du président a été dans l'idée
habituel, certes, confirmé historiquement que le président élu disposait quasi automatiquement d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale, et le choix qui a été fait s'est avéré un mauvais choix, puisque c'est un choix qui s'est retourné. Vous savez, une quarantaine de candidats de la République en marche, ou des alliés de la République en marche, ont été battus dans le point, c'est-à-dire ont été battus entre 49 et 50%. Il me paraît assez évident que si le président avait un peu, excusez-moi l'expression triviale, avait un peu mouillé la chemise dans les derniers jours, un certain nombre de ceux-là auraient été élus. On a vu beaucoup de monde adouber Jean-Luc Mélenchon d'une très bonne campagne, notamment sur la communication, actée sur la communication. Qu'est-ce qui a fonctionné pour le président de la France Insoumise ? Alors, dans la présidentielle, ce qui fonctionne, c'est l'idée de l'alternative. C'est l'idée que il peut y avoir un vote de gauche, entre guillemets, voire de gauche extrême, qui peut s'avérer utile et crédible. La campagne de Jean-Luc Mélenchon, elle est de bonne qualité, et elle est fortement encouragée par le désastre des autres campagnes des candidats de gauche. Car il faut voir les choses toujours par rapport aux concurrents. Et là, en l'occurrence, à partir du moment où vous avez un effondrement de la candidate du Parti socialiste, qui ne verra jamais le jour, une campagne en demi-teinte du candidat écologiste, et une campagne qui n'ira pas jusqu'à son terme en efficacité du candidat communiste, il y a aussi là un vote Mélenchon par défaut. Pas seulement, il y a un vote d'adhésion, et puis il y a aussi un vote par défaut. Et ça, il le comprend parfaitement bien, et il le mène très bien. Ensuite, il y a un coup de poker, c'est pour la législative d'essayer de ne pas perdre l'avantage de la mobilisation de ses électeurs. Il va avoir cette idée de lancer la candidature Mélenchon au poste de Premier ministre, qui est contraire à toutes les règles, à toutes les institutions, à toute notre vie démocratique. Et il va lancer ça, et il va faire cette mobilisation, et puis surtout, il va réussir le rassemblement de cette extrême gauche sous l'autorité de l'extrême gauche. Il va réussir le rassemblement de la gauche modérée, de la gauche démocratique, de la gauche de gouvernement. Et ça, c'est un exploit. Alors là aussi, il le fait grâce à l'immense faiblesse du Parti socialiste et des écologistes dans cette bataille, et du Parti communiste, qui, de toute façon, n'ont pas le choix. C'est soit s'allier avec Mélenchon dans la NUPES, soit disparaître. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jean-Luc Manot, et de nous avoir aidé à mieux comprendre les stratégies des différentes personnalités politiques et des partis. Merci beaucoup d'avoir été dans la Zone Pôle.